Welcome back, everyone. And we have a very special guest for you this afternoon. It's Madame Jane Hartley, American Ambassador for France and Monaco. Madame Jane Hartley is now going to Mesdames et messieurs, je vous come on demande stage. d'accueillir. Would you please welcome her warmly? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir son Excellence Jane Hartley, ambassadrice des États-Unis auprès de la République française et de Monaco. Welcome. Thank you for being here. I'm so excited about it. I can't wait for the competition, and I'm just walking through these halls. It was amazing. I wanted to eat everything. So I'm thrilled to be here. Now, this is one of the special events that was scheduled during your year that you really wanted to attend, I believe. Exactly. Actually, I talked to Thomas Keller and my friend Daniel Boulou when I was in New York before I came to Paris about attending. So it is one of the things I have been looking forward to. So the stage is yours. You may go this way. This is the speaker section. And I think you're going to talk to us about America as a culinary destination. Yes, thank you. Hello. I would like to begin by thanking the wonderful folk here at the World Cuisine Summit, the Sierra Restaurant, Hotelier Expo, and Bocuse d'Or for creating such a wonderful opportunity to showcase culinary diplomacy at its finest. This has been a difficult time as France comes to grips with the worst terrorist attacks it has seen in several generations. I think it is fair to say that France has experienced something similar to our 9/11. And it is inspiring to see the unity of support shown by all nations who came to France's aid in the days after this terrible attack. There is much work to be done to effectively address this threat, and the United States, you should know, is doing everything it can to help. I was also saddened to learn last night of the loss of 9 French service members during a NATO training exercise in Spain. We honor their courage and regret their loss. But now, let me turn to food. Food is one of those fundamental human experiences that brings us together as friends, as families, and as people from vastly different cultures. It is through the rituals of cooking and eating together that we both forge and celebrate our bonds with each other and find the strength to move forward in difficult times. It is an honor for me to be here to support our American chefs and team members who have worked hard to compete in the Bocuse d'Or, which fosters the highest standards of creativity in culinary arts. Beyond the world-class competition that the World Food Summit represents, it represents culinary diplomacy at its finest. Sharing food is one of the best ways we have to understand each other across cultures. In fact, the State Department launched a culinary diplomacy initiative 3 years ago to promote creative and healthy cooking. As many of you know, my friend, Michelle Obama, the First Lady of the United States, is a major supporter of healthy eating and culinary diplomacy. She could not be here today, but the First Lady sends her greetings to all of you and to the 2 fabulous American chefs who are sitting in the front row, Thomas Keller and Grant Achatz. Thomas Keller has 2 3-star Michelin restaurants, Per Se in New York City, my hometown, at which I've had the privilege to dine many times, and French Laundry in Napa, that is my husband's favorite restaurant. Chef Achatz also has earned the 3-star Michelin rating for his restaurant, Alinea in Chicago, which I've heard much about, including from the first family
and from my friends at the White House. In fact, there are 9 American restaurants that have earned the prestigious 3-star Michelin rating, with over 140 Michelin-starred restaurants in the United States. Their influence has contributed greatly to the American approach to gourmet cuisine, which I would describe with the words eclectic, serious, creative, and fun. Our best cooks and our best restaurants have so inspired and expanded our food culture in the U.S. that the culinary landscape now has little resemblance to the more bland offerings available when I was a child. It is through the influence of adventurous chefs like my friend Daniel Boulud and his predecessors, as well as pioneering people like Julia Child, that Americans discovered both French ingredients and French cuisine. Danielle's restaurants have a special place in my heart. Both his restaurants are about a block away from where I live in New York. And I think they really exemplify how food can bring people together. Being here reminds me that Danielle is responsible for my son's first taste of truffles. He loved them. He was about 4 years old. And trust me, it's a good thing, but it's also a very expensive habit. And one of my memories that I will cherish forever is Danielle cooking for President Obama in the kitchen of my apartment in New York. The president headed straight into the kitchen after the meal and told Danielle it was one of the most memorable feasts that he had ever eaten. It has been my pleasure to be part of the World Cuisine Summit. I don't want to appear prejudiced, but I want to say emphatically to my fellow Americans in the audience, as well as to Team USA, whom I suspect is working very hard in the kitchen, go USA, go Gavin, my friend, and I wish for the best, and I also want to say to my French friends, vive la France. Thank you very much. Ambassador Jane Hartley, ladies and gentlemen. Madam Hartley, I know that we've already asked a lot of you, but perhaps you would be so kind as to stay with us just a little while longer as your compatriots come on stage with us. Is that okay with you? Sure, I'd love to, absolutely. Thank you very much. Please have a seat. You're welcome. And I'm going to ask chefs, American chefs, Grant Achatz and Thomas Keller to please come on stage. Let's give them a round of applause. Nous accueillons Grant Achatz et Thomas Keller. J'appelle également Régis Marceau, le président du comité d'organisation du Bocuse d'Or. Régis, tu es le bienvenu. Tu peux être au canapé également. Je vais te mettre là. Bonjour Régis. Installez-vous également. Régis Marker is going to be joining us. Oui. Yes, so my first question is for Mr. Keller. It's a very simple question. I'd like to know, what is American cuisine for you? Well, what is American cuisine for me? It's a good question. I've been cooking French cuisine. I chose to cook French cuisine since I started cooking and realized in 1977 that I wanted to be a chef. I was working for a French chef at the time from Lyon who explained to me in very few words what we do as chefs. Up until that time, to me, it was just a job. And I was very young, and so the job afforded me some travel. But Chef Hennon explained that we nurture people, and that's what chefs do, regardless of what caliber chef you are. A bistro chef, fine dining chef, casual dining chef. It was about nurturing others. And that's something that really resonated with me, and that defined my career. From then on, I was an American chef on the quest to learn French cuisine. So when you ask me what is American cuisine, it's just that. It's Americans who are cooking because of great determination, desire,
They're cooking food that resonates with them, regardless of what culture, what society it comes from. And they're cooking it with a sense of giving people something that is meaningful, and hopefully giving them memories at the same time. And I think that's what cuisine is, and certainly American cuisine. That is inspiring. Madam Ambassador, is this something that speaks to you? Absolutely. Okay. Could we perhaps check Absolutely. her microphone? My family, we call ourselves a family of foodies. And my children, as I say, grew up going to many of Danielle's restaurants in New York. But even now that I am ambassador in France, many of the memories for my children is of food. My son's first bouillabaisse in the south of France, his first white truffle that I think was not at Danielle's, I think it was a black truffle. But so much of our happiness, and I want to echo what Thomas said, which is, many of our memories as family, in good times and in bad, revolve around food. Thank you. A question for you, Mr. Akats. I hope I'm pronouncing your name correctly. Close enough. Okay. How would you see the future of American cuisine? We've tried to define it first. What would you say is the future? Well, it's funny because I get this question pretty frequently. Oops, and sorry. No, it's okay. And my standard answer is, if I could know what the future held, we would be doing it today. And I think that, for me personally, is something that is a guiding philosophy, always trying to look ahead and implement that today, and then say, okay, here we are now, we've just established this benchmark, what is next? And keep climbing that ladder and keep trying to forge forward. And what Chef said, I think, is incredibly relevant, but one thing that I'd also like to add to that is American cuisine is bold and risk-taking, calculated risk-taking. I think that's something that we pride ourselves on, is a certain fearlessness and not afraid of failure. Thank you very much. I'd like to thank you, Madam Ambassador, and thank you both also for being here today. I think we can give them a round of applause. And you may leave the stage if you Je wish. propose quelque chose de totalement imprévu. On va écouter Régis. Et si vous avez 5 minutes, messieurs les chefs, de venir juste voir ce que Régis nous a préparé. Madame l'ambassadrice, vous êtes la bienvenue, si vous voulez, autour du piano. Et Parce que Régis Marcon, qui est président du comité d'organisation du Bocuse d'Or, va nous montrer l'évolution sur 30 ans de cuisine. Et on va voir, c'est assez spectaculaire. Régis, c'est à toi. Je vous propose, mets-toi derrière. We can do that. We can improvise. Okay, please have a seat. And I'll Voilà. get this for you. Voilà. An extra chair. Le micro, je te l'apporte. Here's one. Tu me donnes ton micro. Pardon. Voilà. Passer les slides. Ouais. Le Pavlov, s'il vous plaît. Je peux avoir le Pavlov. Pardon ? Pavlov. Je vais attendre que ça commence. Oui, avec notre ami Frédéric, nous avons imaginé de parcourir un petit peu cette aventure du Bocuse d'Or. Comment cette aventure du Bocuse d'Or, elle commence en 83 avec la création du Syrah. Le Syrah a débuté surtout par le... Tu me dis comment il faut faire, hein, parce que c'est... Voilà, bon. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. La création du Syrah, donc en 83. En 87, la première édition de ce concours, c'était un petit peu un pari entre les chefs lyonnais, mais il n'y avait pas que les cuisiniers, il y avait aussi les pâtissiers et les boulangers. C'est ce qui a permis de créer cet événement formidable, le Syrah. Non seulement le début des concours avec des shows, mais surtout ce qui était important en France,
on voyait que des expositions, produits, matériels, simplement derrière des stands. Et à partir du Syrah, on a vu le début des démonstrations et c'était le début de cette aventure folle où le Syrah a pris vraiment toute son ampleur. Alors là, c'est des photos d'archives, bien entendu. Vous reconnaissez 87, Jackie Fréon. Alors ce sont des plats. Je ne sais pas si la caméra peut venir ici. Inspiration un peu classique. Inspiré un peu Antonin Carême, de la cuisine classique française. À l'époque, c'était une poularde traitée avec des garnitures. Ça n'a rien à voir avec ce que vous allez voir par la suite, les prochains plats. La poularde était dans une ballotine avec des asperges. Là, malheureusement, on n'a pas les couleurs. C'était 87. Ensuite, on arrive dans les années 91 avec des plats un petit peu différents, un petit peu plus colorés, où on voit beaucoup plus le produit. Vous voyez beaucoup de sauce encore sur les plats. Là, vous avez un magnifique plat de Michel Roth, où on voit des sols farcis avec des charlottes d'asperges et poireaux, des flancs de corail de Saint-Jacques, des croustillants de crevettes, sauce crème. La même année, avec un canard, avec des œufs truffés, avec des macaronis aux truffes. Déjà, on est dans une technique encore un peu plus évoluée, le canard, avec la charlotte de choux. On arrive là dans les années 2003. Là, c'est déjà le début de l'arrivée des pays nordiques sur le Bocuse d'Or, qui amène une touche bien différente, un peu plus basée sur la nature. Là, vous avez le plat de Charles Ternès avec un rôti de bœuf. À l'intérieur de la cocotte, vous avez des raviolis au foie gras abricot. On est déjà dans un début de plat beaucoup plus pointu au niveau du goût, avec l'arrivée d'épices, l'arrivée d'agrumes aussi, avec des plats beaucoup plus fatigueux. Et quand vous regardez avec le plat précédent, on ne voit plus de sauce sur l'assiette ou sur le plat. D'accord. 2003, Franck Butla, donc c'est la réinterprétation de plats classiques à la française. Là, vous avez une réinterprétation du coulibiac de saumon, des plats beaucoup plus aérés, où on met en valeur aussi le plat, mais c'est la première fois le plat met vraiment en valeur le poisson, entre autres, ici. Et on amène une touche très personnalisée. On voit la petite canne à pêche qui tire le saumon au coulibiac, avec des petits oignons farcis, avec des spaghettis à l'encre de sèche et des flancs de caviar au concombre. L'évolution continue. Alors on arrive dans ces années 2005 où on voit des plats qui commencent à raconter des histoires. Alors là, c'est un plat d'un de mes anciens chefs, Serge Vira, où on raconte l'histoire de la région lyonnaise. Alors si vous mettez un petit peu à côté, là on est sur du veau, avec toute une interprétation du veau, blanquette de veau sur le bord, les rognons de veau dans les petits beignets, les cardons et le veau en vessie qu'on retrouve sur le côté en grillage. Là, vous êtes donc en 2007, un peu plus de finesse. On retrouve des pièces beaucoup plus petites, un travail de marqueterie beaucoup plus imposant. C'est Fabrice Desvignes en 2007. Les sauces, on ne les voit plus sur le plat. Elles sont complètement à part. Et c'est l'arrivée de ce qu'on appelle en France le début de la cuisine moléculaire, avec des bonbons gelés, des formes beaucoup plus différentes, beaucoup plus de liquide dans les cuissons et dans les garnitures. Ça va, je suis dans les temps, Frédéric? Vous avez la photo juste après, alors faut que... Norvège avec le plat de guerre, étonnant, avec des garnitures. On voit beaucoup plus la nature dans l'assiette, l'arrivée des légumes
qu'on voit beaucoup plus visuellement, des supports et des plats qui commencent à être très inspirés par les designers à cette époque. Là, on arrive avec un phénomène du Bocuse d'Or qui est Rasmus Kofoed, qui est le seul Bocuse qui a les 3 Bocuses, Bocuse de bronze, Bocuse d'argent et Bocuse d'or. Un candidat très investi dans le Bocuse, qui a amené une note différente, beaucoup plus de nature dans l'assiette, et on voit arriver ces plats un peu plus modernes, avec moins de sauce, des vinaigrettes avec des sauces un petit peu différentes. On respecte beaucoup le produit pour lui-même, du croustillant. Et là, on arrive à un moment du Bocuse d'Or important parce que le candidat recherche beaucoup plus à interpréter les produits de sa région, local produits. Là, sur Rasmus, par exemple, on l'a vu aujourd'hui avec... j'ai beaucoup apprécié le plat de nos amis américains aujourd'hui, puisque le plat de viande, les légumes venaient essentiellement du jardin de Thomas Keller en face de chez lui. C'est ça. Maintenant, on arrive dans cette évolution où le Bocuse d'Or est beaucoup plus près des produits qu'interprète le candidat. Voilà. Alors là, c'est aussi une évolution. Vous avez le plat ici du japonais Hamada. Alors, je ne vais pas tout vous décrire le plat parce qu'il y a toute une philosophie par rapport au jardin japonais. Et on arrive dans une phase où le candidat interprète, bien sûr, son pays. Ça, c'est l'évolution du Bocuse d'Or. Avec le règlement, nous avons voulu le faire pour donner le plus de possibilités à ces pays de s'exprimer, à la fois par leurs produits, à la fois par leur histoire et par tout l'imaginaire qu'ils peuvent mettre sur un plat. Arrive une évolution aussi au niveau de la plâterie. Vous savez que le plat est présenté au Bocuse d'Or, il met pratiquement 10 à 12 minutes avant d'être dégusté. Donc les candidats jouent d'astuces avec les designers pour avoir des supports qui gardent des garnitures très chaudes. C'est pas nous, si. Voilà, donc là, on arrive donc au dernier plat de l'ancien Bocuse d'Or. C'est une réinterprétation très, très classique. En même temps, de son idée, c'est ce jeune homme, Thibault Le Nôtre. Quand on parle de Le Nôtre en France, on pense à, bien sûr, ce jardinier de Louis XIV. On est allé ensemble sur le site de Versailles et s'est inspiré de Versailles pour faire ce plat avec du bœuf. Vous voyez, les petits serpentins stylisent un petit peu ces petits pains qu'on retrouve sur Versailles et ce gâteau magnifique qu'on voit ici. Voilà, c'est en quelques mots. Je n'avais que 5 minutes, mais ça suffit largement pour vous expliquer simplement que le Bocuse d'Or, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est une belle aventure à Lyon, mais avant tout, c'est la fête de la cuisine. Et les Lyonnais, tout le comité d'organisation, font en sorte que les pays soient bien sûr le mieux reçus possible, mais soient dans les conditions optimum pour s'exprimer. Et il est important, maintenant, le concours est à un virage, de façon à ce que les pays qui n'ont pas des budgets trop importants puissent vraiment s'exprimer. Le règlement, il a changé à quel niveau? Tout simplement, maintenant, les légumes et le plat principal est connu 4 mois à l'avance, au lieu d'être connu avant, ce qui permet d'avoir des budgets un peu plus minimisés. Et cette année, nous avons introduit le végétal dans l'assiette avec la truite, l'obligation de mettre 50% de végétal dans l'assiette. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà aujourd'hui que la prochaine fois, nous allons nous inspirer sur un plat complètement végétal. Et je pense que les Américains ont encore toute leur chance. Bravo, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Monsieur Marcon. And we wish all the best to our American friends. Une minute pour nous expliquer ce que c'est quand même, parce qu'il y a des belles assiettes sous les yeux. Qu'est-ce que c'est? En une minute. Hein. Vous vous rendez compte ce qu'il me demande? Vous vous rendez compte ce qu'il me demande? C'est pire qu'au Bocuse d'Or, on a encore moins de temps. Simplement, ce que j'ai voulu exprimer rapidement avec nos produits qu'on a récupérés sur le site du Bocuse d'Or,
l'évolution de 85 avec une sauce qui serait, vous l'avez vu tout à l'heure, je dirais un peu plus lourd, parce qu'à cette époque, en 85, qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait l'assiette, tout simplement, on aimait bien la sauce. Maintenant, on en goûte toujours autant, simplement, on le sert à part. Hein. Après, vous avez une évolution avec des recettes un petit peu plus... On arrive... là, vous avez une interprétation du plat de Adamski, une interprétation du plat de Ramsous. Vous voyez, vous avez tout. Et là, bon, c'est en cuisine froide. On arrive vers des sauces qui sont un petit peu plus mousseuses, où on voit un petit peu plus le produit. Et on arrive maintenant en 2015, 2014, avec des plats qui sont un petit peu plus près de la nature. Là, on est en cuisine froide, c'est pas évident peut-être pour vous montrer. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est le végétal arrive vraiment dans l'assiette, le produit arrive vraiment dans l'assiette, et le candidat se soucie de plus en plus de tout ce qui est nutritionnel par rapport à l'alimentation, par rapport au produit. On va vraiment vers le produit. En lisant les recettes, j'ai pu comprendre que la plupart savent exactement d'où viennent leurs produits. Voilà, c'est l'évolution du Bocuse d'Or. Et je vous remercie non seulement d'y participer et d'encourager toute cette évolution et ces candidats. Un remerciement aux États-Unis, parce qu'avec l'influence de Daniel Boulud et Thomas Keller, arrive cette influence de cette cuisine, je dirais pas bio, mais inspirée de la nature, sur laquelle vous êtes très attachés. C'est l'avenir aussi du Bocuse d'Or. Et je vous en remercie. Merci beaucoup, Monsieur Marcon. And thank you. Un grand applaudissement à nos amis américains. Thank you very much. D'avoir le temps d'être là. Applause for our American friends and for Ambassador Jane Hartley. Thank you for being with us. Very quickly, because our next speaker has to leave pretty soon. You may leave the stage, I'm sorry, and go back to your seats if you wish. Thank you very much. So, innovating for a better world, that is the last theme that we are going to be talking about today. And I would like to ask Léa Deleris, Lav Varshny, Alexandre Gauthier, and Claude Fischler to please come on stage. Okay, Léa and Lav, I'm going to keep you with me. Okay, welcome to you all. Lav and Léa, we're going to start with you, especially you, Léa, because I think you're the one who has a tight schedule. Would you please come this way? Exactement. Yeah, maybe you'd like to just step on that side. It'll be a little more aesthetic, let's say. And you are R&D director at IBM, and you're going to talk to us about a new kind of chef. Now, that is really an innovation. So I'll let you tell us more about that. Hi, good afternoon. Thank you very much for inviting me here. So today I want to talk about, can computer help us be creative? And Lav will present about that. But, can computer understand flavors? Can they understand food pairings? And can they come up with dishes that are healthy and that taste good and that have never been seen before? And in IBM, we've been building a machine called IBM Chef Watson, which does just that, which is basically a cognitive cooking machine, which creates new things that we've never seen before. And we have a little video. And we have a video to illustrate that. So if I understand, what you're saying is that we have a computer who's actually going to be organizing menus. Right, so you're going to give the computer little hints, ingredients, type of cuisine, the type of dish you're interested in. And so it's going to help you be either wild or, traditional. Let's see what it looks like. Very interesting. Like I said, something new, something different. Definitely great. It definitely is a shock that the recipes and the ingredients were selected by, a computer.
I'm James Bricione, and I'm the Director of Culinary Development here at the Institute of Culinary Education. I'm Michael Asconis. I'm Creative Director at the Institute of Culinary Education. As a chef, creativity, I think, is one of the most important things. So I think it's something that everybody strives for in their careers is to learn that skill of creativity and how to develop and cook new things. The idea of creative computing is for machines and humans work together. In this case, for the machine to work with chefs to put together new recipes that has never been put together before. So humans have trouble remembering or thinking about large data sets or large numbers of possibilities. Most professional chefs are good at reasoning about pairs of ingredients. Some of the best chefs can reason about 3 ingredients, but pretty much no human can reason about 4 ingredients. And that's where the power of the machine comes in. Working with the system begins with designing the dish. We select first an ingredient that we find interesting or intriguing. We set up some parameters of the dish, what types of ingredients we want to include, and then we, spin the wheel and wait to see what comes out. If you think about all the possible ingredients in the world to put together for food, there are quintillion possibilities. So when you put in a key ingredient, the system will start to think about which ingredients often go well together. It'll start looking at regional cuisines, and it'll come up with these thousands or millions of ideas. And then that's where the psychology and chemistry comes into play. People often think of food as an art, but in fact there's a lot of underlying science. And what the machine does is it models both aspects. It understands the chemistry of the food, but also models human perception, and so it can predict what will be flavorful or not. Tonight, the system gave us a Cuban lobster bouillabaisse to cook, which was a great challenge. The few things that kind of interested me right away were the use of the squash. I'm sure I've had lobster with squash before, but not really in that sort of Latin context. I feel pretty confident saying that we were the first two to ever create a Cuban lobster bouillabaisse. It's the nature of humans to come up with new ideas and push new boundaries. What we're doing is pushing computing to this whole new direction that people really haven't looked at too much. We're all familiar with search engines and how they can help us find things, but can a computer help you come up with things that have never existed before? That's what we're trying to do. It forces you into new territory, working with ingredients in a way you never have before, and most likely that no one ever has before. I had a long list of ingredients for Vietnamese apple kebab. I was expecting some of the usual suspects like fish sauce, chilies, lemongrass, and I got none of them. So it was an interesting challenge. If you can help chefs be more creative, you can imagine other people who come up with new ideas, helping them be more creative. Travel, application design, industrial design, fashion, retail, all of these industries will benefit from computational creativity. I guess I was probably a little skeptical that the system could help me cook better, but now going through that process, you start to realize that maybe it's a really good thing that we're going down this road. Okay, so depending on your appetite for digital innovation, you might find Chef Watson either frightening or fascinating. I hope that you'll find at least that it is intriguing, and in fact, Lav is going to talk later about what's under the hood, how is the creativity coming up together. What I want to talk today about are the practical implication of Chef Watson. But first, it's a cognitive system. So a cognitive system is not the traditional computer system that is told what to do. It's a system basically that is taught how to learn. And by that, it adapts to feedback that is given by human beings in terms of preference, in terms of success or failures. And it learns for that. So it's not a system really that's designed to replace human beings, to replace chefs. It's a system that's designed to help us in our addressing our shortcomings and scaling our expertise, really. So that means, we have a limited memory and we have a limited ability to go through lots of combinations because we just don't like that. And that type of system can help us do that. So it's a sous chef with a different look and, and different skills. So the two things, the two most obvious places where this can help are first food waste. Chef Watson and this ability to create
recipes based on ingredients, enables us to create recipes based on ingredients that are leftovers. And that's really the place to start with food waste. So according to some sources, and this has been said a lot today, 30% or 1.3 billion of the food that is produced in the world is not consumed, and so that's about 1.5 tons for the 850 million people who do not have enough to eat. And beside the economical and nutritional waste, this is also efforts, this is energy, it is water that's been uselessly consumed. In the UK, the savings in energy from the production, transportation, and storage of food that is eventually thrown away is equivalent to taking 20% of the car off the road. So it's among us. But so we waste, but why do we waste? We waste not because we're lazy. We waste because it's difficult for us to have the exact ingredient we need in the exact amount at the exact time. We have hectic life, so it's 7 p.m., you're at the office, you're running late. You have to be at home, and by 8:30, you have a meal ready for your family. What do? Well, option one, you're gonna get some takeout, and then let whatever's in your fridge stay in your fridge for one more day. Option two, you might call Chef Watson to the rescue. And for instance, from citrus, sour cream, cilantro, bread, and celery, which are the 5 most wasted food in the US, it will whip up a Tex-Mex sandwich where you just have to add avocado, tomato, and bread. It might even tell you, you can go home, and we have the technologies for that, we just don't have all the pieces, but it can tell you, okay, you can leave now and take that train, and then you'll go to that grocery shop, which will be open, and get the tomato. But we're not there yet, that's not what Chef Watson do, but we have the technology to be able to assist us in our lives. And this is not just for individuals in their kitchen. This is also for restaurants, caterers, who can make better use of their supplies without sacrificing in taste, diversity, and creativity, even under stricter food constraints. But going beyond that, think also about retail stores and supermarkets who might be able to create bundles of soon out-of-date product that together will create a great recipe. What a nice way to, convince people to buy food that's soon out of date. Now, think about a different topic. Think about health. What we eat has a large influence, can help us live better with, or prevent the leading causes of death in the developed countries. So it can affect heart disease, it can affect cancer, it also has an effect on kidney disease or diabetes. Unfortunately, cookbooks that are designed for healthy eating don't tend to be very appealing. And so diabetics, for instance, may be on one side very bored with bland food, on the other side adapting recipes that are made for everyone to their case is quite daunting. And in fact, by the Chef Watson technology, if you think of it, by enabling to create recipes on the fly with constraints, can enable them to, diabetics, for instance, to create food that is good, that will help them regulate the blood sugar, but that will also satisfy their sweet tooth, such as this Caymanian dessert, which is made with banana, papaya, plantains, coconut, and lime. And the Brussels sprout gratin on the right, made with sweet potatoes, cardamom, and ginger, is very high in glycosinolate, whose role in cancer prevention is being investigated. And again, this is for people at home, but this is also can help restaurants be better armed to address the customer request in terms of dietary constraints. Think also about hospital caterers, about senior meal delivery service, who can now boast being able to provide healthy, flavorful food every day without offering the same thing twice. And this is just the beginning, because computers are not limited in the number of dimensions that they can handle.
So you can think of taking into account the local and seasonal food. You can think of taking into account the cost. You might think not just for one dish, but looking at a full meal or a set of meals and several guests at the same time. You might want to think about nutrients, but also nutrients interactions. You might also think about favoring food that is keen on the environment, that's going to not consume a lot of water or a lot of energy, or a food that is called food security, which is helpful in the fight against hunger. So to conclude, this is not science fiction. This is a machine. This is a program that exists, and that's going to help us eat more mindfully and eventually live better. Thank you. Thank you very much. So you're free to go. I know that you're on a tight schedule, as we said. Thank you. Please, you can leave your microphone right here. Give her a round of applause as she leaves the stage. And Lav, it's your turn to continue on this topic. All right, thanks so much. And so, as Leah was mentioning, creativity is often thought to be the pinnacle of intelligence. And so it's pretty amazing that we can have computational agents that can actually be creative and push humans to be much more creative. And as you saw in the video, I used to be a researcher at IBM, but now I'm a professor at the University of Illinois. And so I thought I'd read this quote from the 1800s, the professor to his cook. So the phenomena which take place in your laboratory are nothing other than the execution of the eternal laws of nature, and that certain things which you do without thinking, and only because you have seen others do them, derive nonetheless from the highest scientific principles. And so the technology that we developed was very much using science in the service of creativity, using engineering in the service of creativity. And the idea was actually pushing human achievement further. Okay? So what's the first kind of science that we should think about? In fact, it's neuroscience. When we think about flavor perception, it is all going on in our brain. And so if we look at flavor perception, there's a variety of sensory inputs that play a role. Whether it's vision, the color of food affects our flavor perception. The sound, the sizzling of meat affects our flavor perception. And of course, most importantly, taste and smell, the chemical senses are most important. But interestingly, it's not just the external senses that affect our flavor, but in fact our internal state. So if we're satiated, almost nothing is flavorful. On the other hand, if we're hungry, then almost anything is. Right? And so by understanding this, we can start to build up a computer system that can actually predict what will be flavorful or not, based on our basic neuroscience. Okay. Secondly, we need to not only understand our internal self, but also the external world. So what are the chemical components of what makes a flavor? So if, for example, let's take saffron. So we can investigate what are the various flavor compounds that are present. So phenethyl alcohol, safranol, isophorone. These are some of the compounds that are present. And further, we know that something like safranol has 8 carbon atoms, and it has various hydrogen bonds and so on. And these are the things we can actually use to predict whether something will be flavorful or not. Furthermore, so now putting the external world and the internal world together, we can draw on ideas from psychophysics. So hedonic psychophysics is the theory of which stimuli people like and dislike. And in fact, it's actually quite amazing that there's a universal notion of pleasantness, that there's certain flavors that everyone seems to like, and further that they're predictable by the chemical properties of the compounds. And so if you take our model, it turns out black tea is the most flavorful ingredient there is. And Bantu beer is second, beer is third. No one's actually given me Bantu beer yet, so I still need to try that out. Right? So we have these various sciences, and we can put them all together with these big data techniques. And the interesting thing is we're not just analyzing existing artifacts, but in fact we're creating these completely new things that you've never imagined before. And that's really the power of the machine. Okay? And so we can go forward. And further, think about ideas like flavor pairing. This is an idea that Heston Blumenthal has been really promoting, that ingredients that share a lot of flavor compounds will go well together in Western cuisine. And so this is more of a top-down view of what kinds of principles we should use. Okay? So for example, garlic and wheat are quite close in this graph. Okay?
Okay, so now we have a lot of science that we can draw on, and now let's turn our focus to creativity. And if we look at how humans are creative, there's a variety of steps that are typically taken. So finding the problem, acquiring knowledge, those are some of the interesting things. And then generating a lot of ideas. In fact, most people think of this divergent thinking, the generation of ideas, as the key part to creativity. And of course it is important, but the convergent part is really useful as well. So a billion ideas is perhaps not so useful. What you really want are the 3 best ideas. And that's where all the psychophysics, all the chemistry really comes in. So we can generate a lot of ideas using cultural principles and then select the best ones that are going to be perceived as the most novel, the ones that will be perceived as most flavorful. Okay. And so putting all of those things together into a computer system, you can actually generate a whole bunch of recipes. And we've done that, and we've come up with quite a few. Right? But the interesting thing is that it's not just machine creativity that's the real payoff. In fact, it's the combination of human creativity with machine creativity. It's the synergy between them, the creative conversation that really drives some of the ideas that we've come up with. So the Caymanian plantain dessert that you saw, that was actually served at my wedding, so I had some personal interest in that one. Or the Kenyan Brussels sprouts gratin that was first cooked in my mother's kitchen, right? So we're starting to push humans into directions that they've not thought about, push them out of their comfort zones, and actually come up with these ideas that no one's ever thought of before. Okay. And in fact, this Caymanian dessert, it was designed to be pretty straightforward to execute, and yet it's rated much, much higher in terms of creativity by professional chefs than other Caymanian desserts, right? And so what we see is that, yes, computers can actually help people be more creative, and drawing on these psychophysical and chemical principles are the way to do it. Okay? And so that's roughly, so that's really how IBM's Chef Watson works. And since the year I've been away from IBM, we've been pushing these directions even further. And so now we have very fine predictions of what people will find flavorful, and these are generating even better ideas. And so you'll be seeing some of those soon in a cookbook that just was released last week. Right, so I'll stop there. Thank you very much, Lav. Lav On peut Varshni, remercier everyone. Lav, qui est venu de très loin pour nous expliquer tout ça. Merci beaucoup. So should we just take a quick reaction from an actual chef in flesh and blood? I'd like to know what you think about this. Alexandre Gauthier de la Grenouillère, qu'est-ce que vous en pensez de ce chef par ordinateur? Je suis très impressionné par le travail scientifique qui est apporté là-dessus. Voilà, tout le temps à aller toujours plus loin, à essayer de substituer une mémoire artificielle à la nôtre. Je pense que ça peut être inquiétant. Je suis toujours en interrogation par rapport à une transmission qui est notre rôle, nous, en tant que chef. À qui va s'appliquer ce genre de programme? Est-ce que, voilà, je suis conscient que dans ma clientèle, je fais manger qu'à une toute petite partie, une minuscule partie, voilà, de clients, de personnes viennent se nourrir chez moi et que le monde se nourrit ailleurs, mais c'est quand même bien compliqué de pouvoir imaginer c'est une transmission, que la mémoire digitale puisse à la fin prendre le pas sur une mémoire sensorielle et que cette transmission du geste, parce que la machine ne pourra jamais transmettre un geste, sans parler de technique, c'est juste un geste qu'une grand-mère montre à sa petite fille qui elle-même le retransmettra. Je pense ça assez compliqué. Je ne veux pas dire dangereux, parce que l'évolution de la société est tout le temps comme ça. Mais voilà, si ça peut se substituer à quelque chose, bon, pourquoi pas, mais je pense que nous devons être, nous, chefs cuisiniers, et même ménagères, les dames, les mamans, les grands-mères, des remparts contre des choses comme ça qui doivent justement... Voilà, on doit rester, on doit continuer à avoir envie. Parce que la machine a envie de nous faire plaisir, a envie de nous donner, a envie de partager quelque chose. Et voilà, donc je suis très impressionné par ce travail et avec tout le respect que j'ai. Mais voilà, je pense que le travail de cuisinier, de mettre, voilà, est-ce qu'aller trop loin, c'est pas perdre son chemin, quoi, c'est ça. So it's impressive from a scientific point of view, but let's not forget to stay human. I think that's what you're basically trying to say. Le point de vue de l'anthropologue, Monsieur Fischler. Comme il n'a pas de casque, j'ai envie de m'adresser à lui directement. Since it doesn't have a headset, let me speak English to him. I think it's a fascinating thing, and your algorithm is probably
extremely sophisticated. There's one thing that is missing, I would say. Let me be critical for the sake of debate. Is cooking and cuisine just about creativity? Is it just about novelty? That's a very basic point. So what I would put behind this question is, we cook and eat according to rules that, as he pointed out, are transmitted, passed on from generation to generation. A cuisine is anchored in a culture. So it's not just about discovering, innovating, changing. It's also about retrieving. It's not just discovering, it's also retrieving, transmitting, finding. It's also about emotion. It's not just an intellectual game. And also, it's not about total freedom. There is a syntax just like a language, so maybe you should have looked into linguistics as well as chemistry. Yeah, so the interesting thing is actually imposing more constraints makes people more creative. It's very counterintuitive, and when you only have, say, 3 ingredients, what's the best thing you can do? That forces you to be much more creative. And so that's really when we operate between when the human and the machine work together. That's really where things come. The machine will impose certain constraints that are actually somewhat cultural and chemical and so on. And then the human will really, it'll push them to a higher level. And I think that's really been the power of the machine, the synergy between the man and the machine. Well, have you thought of injecting into the constraints meaning? Because there's something that amounts to meaning in cooking, just like language. Right. There are things that people will comment about, saying it doesn't make any sense. For instance, when you get some American-style fusion cuisine, I've heard comments to the effect that it's confusion rather than fusion. So how do you protect your creativity in the machine from confusion? Right. So it's very easy to put in regional influences. If we do want a French-influenced dish, then we can do that. Or if we want an Indian-influenced dish or a Kenyan. Or if we do really want fusion, let's say a Swiss and Thai quiche. That's something we did before, and that actually does work together. So there's some elements of the Swiss tradition that comes in and some elements of the Thai tradition. So one can definitely incorporate the cultural history of humanity. And in fact, that is very much what we want to do. It's not to ignore the generations of research and development of all these recipes that we like to eat, but push them into some potentially new directions that are still respecting the past. Okay. Alexandre, un dernier mot? Dernier mot, Alexandre. Une petite réaction. Je pense qu'il faut continuer à cuisiner beaucoup, et je pense que la cuisine est liberté, et que même si des fois on fait des erreurs, l'important c'est d'y aller et de faire plaisir. C'est l'envie qu'on a envie de donner. C'est l'envie qu'on doit, voilà, ce geste qu'on donne à l'autre, et à partir de là, voilà. Et même si on se trompe, c'est pas grave. Et que voilà, donc avec tout le respect que j'ai pour monsieur, il faut que voilà, il faut se lancer, il faut cuisiner, il faut connaître les produits, il faut connaître les producteurs. La machine connaîtra jamais la personne, le produit où est-ce qu'il a poussé, la saison. Il faut toute cette connaissance classique qu'on a au quotidien chez soi, que la culture nous donne et qu'on découvre quand on va visiter l'autre, est importante. Je pense que quand on va dans un pays, c'est important de revenir avec des idées, avoir découvert d'autres choses, des nouveaux goûts, et pas que tout soit instantané chez soi grâce à un bouton. Thank you very much. Thank you to all 3 of you. We can applaud them, I think, as they go back to their seats. Thank you, gentlemen. Merci beaucoup. Ce qui est quand même fascinant, c'est qu'on a choisi un jeune chef pour répondre à ça. On aurait pris un chef un peu plus âgé, on aurait trouvé les réponses convenues, mais finalement, c'est assez intéressant de voir qu'un jeune, même pas trentenaire, extrêmement prudent vis-à-vis d'une machine extrêmement sophistiquée. Maintenant, je vais appeler Bernard Fornas sur le plateau, qui est le CEO du groupe Richemont. C'est pas la raclette, hein, c'est le leader mondial de la haute joaillerie et de l'horlogerie. Bernard, si vous voulez vous mettre au milieu, tiens. Au milieu. Voilà. Prenez le micro, attention. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et nous allons appeler au piano Yannick Aleno, qu'on n'a pas oublié. Tu vas au piano, voilà. Un chef inconnu. Bernard
Fornas, vous êtes à la tête de Richemont, qui est leader mondial de la haute joaillerie et de la haute horlogerie. Alors, on sait que les chefs aiment beaucoup les belles montres. Hein. On se demande quand même pourquoi on vous a invité là au milieu de tous ces chefs, de cette cuisine de l'alimentation. Alors, comment caractérisez-vous votre métier? Écoutez, nous, d'abord, je me présente en 2 secondes. Donc, je préside ce groupe Richemont. Il y a environ 21 marques. Très rapidement, quelques-unes. C'est Cartier, c'est Piaget, Baume & Mercier, Jaeger-LeCoultre, IWC, Alaya, Chloé, Montblanc, etc. Alors, des marques dites de luxe qui ont un positionnement relativement haut, même très haut pour certaines. Et donc, la manière dont on se caractérise est un peu une manière particulière. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, nous sommes des managers du désir. Et une manager du désir, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire que nos marques, elles ne vivent et elles ne durent que si on peut avoir une désirabilité très forte pour elles. Et j'ajoute généralement quelque chose quand on leur parle. Je leur dis, vous êtes des managers du désir, mais pour l'éternité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la gestion de l'instant. La gestion de l'instant est très difficile parce qu'il peut être très dangereux pour une marque. Donc on est aussi dans l'éternité. Et donc tous nos collaborateurs, quel que soit leur niveau, ils doivent gérer la désirabilité de la marque pour laquelle ils travaillent. Et les 20 marques que nous avons, nous les traitons exactement de cette manière. Alors concrètement, j'aimerais savoir comment vous opérez pour gérer cette désirabilité. Alors, il y a un paradoxe. C'est-à-dire que quand vous avez une marque, elle est normalement faite pour grandir. Et qui dit grandir, dit du succès. Et quand on dit du succès, c'est de plus en plus, par exemple, de boutiques en ce qui nous concerne, plus en plus de produits. Et c'est là que commence la difficulté. La difficulté parce qu'il y a un paradoxe. C'est l'exclusivité, je vais appeler ça, et puis la puissance. Alors là, par exemple, vous avez Van Cleef, vous voyez à gauche l'exclusivité des produits de 1 million, 2 millions, 5 millions d'euros. Puis à droite, c'est une ligne Alhambra, beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Et vous pouvez multiplier les exemples comme ça à peu près pour toutes les maisons que nous avons. Alors je vous disais, c'est dangereux parce que dès qu'on veut élargir sa palette, on peut commencer à faire des bêtises. Alors comment est-ce qu'on opère? D'abord, il faut que nos maisons, on en connaisse leur ADN, leurs racines. C'est-à-dire, on peut là comparer tout à fait bien avec ce qui se passe dans la restauration. Lorsque vous avez un restaurateur qui est devenu étoilé, donc il a son restaurant, et puis très vite, il veut avoir un peu plus de succès, s'élargir géographiquement peut-être, et commencer à développer soit des brasseries, soit des restaurants de la même manière. Nous, c'est exactement pareil, hein. On a des boutiques qu'on commence à développer dans certains pays du monde, souvent plus petites. On est parti d'un flagship, hein, on est parti du vaisseau amiral pour Cartier, rue de la Paix, pour Van Cleef, Place Vendôme, pour Vacheron Constantin en Suisse à Genève, etc. etc. Et donc, la transposition, elle est facile pour la restauration. On est très similaire à la restauration. Alors ça commence par le produit, hein. Le produit, il est impératif que dans cette gestion de l'exclusivité et de la puissance, il faut que le produit, on retrouve tous les éléments de la marque dans ce produit, qu'il vaille cher ou qu'il soit accessible. S'il vaut cher, forcément, ça va être des grosses pierres si c'est Cartier ou c'est Van Cleef, ou ça va être des montres compliquées pour des marques horlogères. Et si les produits sont plus accessibles, ça va être des produits qui sont plus faciles à faire, qui sont avec moins d'or, avec des petites pierres, donc plus accessibles en prix. Mais chaque fois, on doit retrouver le savoir-faire de la maison, hein, ça c'est obligatoire, et le style. Donc il ne faut pas s'éloigner de cet ADN. Idem, si vous prenez ce qui se passe je trouve dans la restauration, quand on commence à ouvrir plus de restaurants, parfois ce sont des brasseries, donc on doit retrouver l'ADN du restaurant principal, de ce flagship, pour lequel on a un désir d'aller. Et c'est parce qu'il y a ce désir pour ce flagship restaurant 3 étoiles qu'on va peut-être aller voir des restaurants plus accessibles, avec des prix plus accessibles, des manières de cuisiner différentes, mais qui restent dans l'inspiration de ce flagship du restaurant principal. Mais la particularité de vos produits tout de même, c'est qu'ils se transmettent de génération en génération. Ils sont destinés à cela, réellement. Alors, nos produits, c'est vrai, ils sont de génération en génération. Quand je vous donnais un exemple, tout à l'heure, de ce que doivent être des ingrédients qu'on retrouve chez Cartier, il y a un écrin. C'est un écrin rouge avec des petits liserés autour. C'est vrai que cet écrin, il fait partie de l'ADN de cette maison Cartier, donc on doit le retrouver aussi bien dans une parure joaillère de 10 millions d'euros, comme dans une médaille de naissance ou une petite bague de fiançailles, parce que c'est un symbole fort. Quand vous offrez un produit Cartier dans cet écrin,
l'écran n'est pas encore ouvert, la messe est dite. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais vous avez résolu le problème de l'anxieux du cadeau. Donc, tous ces ingrédients sont importants. Il faut respecter les marques et le restaurateur, quand il fait d'autres activités, il doit aussi respecter son ADN et ses racines. Et vous allez voir, moi je trouve qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes parfois qui se passent où la puissance est maltraitée. C'est-à-dire nous, quand on fait de la puissance, on va ouvrir des boutiques dans de nombreux pays du monde avec des boutiques souvent plus petites selon les villes. Et le but là, c'est que le client qui vient dans cette boutique, il reconnaisse la marque telle qu'il a connue, telle qu'il l'a désirée quand il était dans son flagship, rue de la Paix, et qu'il retrouve son quartier à Chengdu, dans n'importe quelle ville chinoise, qu'il retrouve quand il va là-bas. Et que le Chinois qui a trouvé Cartier à Shanghai va retrouver Cartier quand il vient à Paris, quand il va à Moscou, quand il va dans n'importe quelle ville du monde. Et quand je dis que la puissance, parfois, elle peut être très néfaste, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner 3 exemples très rapidement. Chez Cartier, par exemple, vous avez un magasin qui est très important, qui se trouve à Dubaï. Vous connaissez peut-être tous Dubaï. Dubaï Mall, c'est un des plus grands malls du monde. Une joaillerie Cartier, c'est 1000 mètres carrés à Dubaï Mall, c'est 10 000 personnes par week-end. Donc c'est vraiment un vaisseau très important à gérer. Et puis sur ces 10 000 personnes dans le week-end, il faut vous dire que vous avez environ 7 000 Chinois qui vont venir dans le week-end. Ça veut dire que les Chinois, ils parlent que chinois, dans 99,999% des cas. Ça veut dire qu'il faut pouvoir les servir. Un Chinois, ça attend pas plus de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, ça quitte le magasin. Donc au début, on a été très mauvais dans cette puissance. On l'a maltraité et ça nous a fait du mal sur la marque parce que les Chinois ont dit on est mal servi chez Cartier, alors que c'était le leader mondial de la joaillerie et de l'horlogerie. Donc il a fallu qu'on s'organise dans cette puissance pour mieux la gérer. Donc on a créé un département chinois, entre guillemets, où on est en rapport avec tous les tours opérateurs chinois. Et donc on connaît en permanence, à la minute près, tous les tours opérateurs avec le nombre de Chinois qui vont visiter Dubaï Mall jour par jour, heure par heure ou par tranche horaire. Ce qui permet d'avoir les vendeurs parlant chinois au moment opportun pour répondre à cette clientèle chinoise qui va visiter les boutiques. Donc on a réparé cette puissance qui était maltraitée. Je peux vous donner d'autres exemples dans la restauration, puisque moi je suis lyonnais, je suis gourmand et je suis toujours à travers le monde, donc je vais tester beaucoup de restaurants par plaisir. Vous avez parfois certains chefs, je dois dire, qui vont ouvrir des restaurants dans d'autres pays du monde, et j'y vais régulièrement, et certains de ces restaurants, je dois dire, ne sont pas au niveau du restaurant dans lequel je suis allé la première fois, qui était leur vaisseau amiral en France, par exemple, à Paris ou ailleurs. Et là, ils se font beaucoup de mal. Je peux vous dire que ça fait beaucoup de mal. C'est ça que j'appelle la gestion de l'instant. Quand vous avez, par exemple, un chef étoilé qui va venir faire des repas, des dîners ou des déjeuners pour certaines marques de notre groupe avec 250 personnes, où vous avez 250 personnes qui sont tous des VIP ou des EIP, des Exceptional Important Persons, et ces chefs qui cuisinent merveilleusement dans leur flagship, dans leur vaisseau amiral, mais qui ne sont pas équipés pour servir chaud dans les mêmes conditions que dans un restaurant, c'est de la puissance maltraitée et qui fait énormément de mal à ce chef. Ils ne s'en rendent pas compte, mais moi je leur dis, ça leur fait du mal parce que tous ces gens qui sont 200 VIP, ils parlent tous, ils ont tout l'argent qu'ils veulent, ils vont de partout, mais s'ils sont maltraités dans ce cas-là, ils ne reviendront pas et ils en parleront beaucoup. Vous connaissez la définition, hein, quand on n'est pas content, on en parle X fois, etc. Et quand on est content, on en parle Y fois. Rapidement, Frédéric, vous aviez encore une question. Sur la communication. Vous faites quand même beaucoup de communication. Comment vous gérez puissance et exclusivité ? Dans la communication, l'exclusivité, c'est assez facile à gérer parce qu'on peut faire des invitations avec des petits groupes de personnes où là, on les traite extrêmement bien. Donc ça, c'est encore assez facile en termes de communication ou de relation avec les gens. Quand on parle de puissance, ça devient plus délicat parce que forcément, ça va passer par des médias qui sont très larges et où là, on a tendance à banaliser un peu la marque. Et je voudrais vous donner un exemple parce que ça a été un exemple extrêmement bien réussi. Ça a été vraiment un coup d'état médiatique que l'on avait fait chez Cartier où, à cette époque, on a fait un film qui racontait l'histoire de Cartier, un film merveilleux qui faisait rêver, plein d'émotions. Il est magnifique, ce film. Je ne sais pas, si vous l'avez vu, tant mieux. Mais en tout cas,
il avait aussi ce côté exclusif et il avait aussi le côté puissance, puisque on avait décidé de le passer sur toutes les télévisions mondiales dans tous les pays du monde en même temps, généralement après le premier journal télévisé du soir, à 8 heures, là où il y a la très forte audience. Et ça, c'est un exemple assez atypique, parce que pour une fois, on avait réussi à faire se marier l'exclusivité et la puissance en un même outil. C'est dur, hein, c'est un coup d'état médiatique. Et Enfin, d'ailleurs, vous savez qu'on a une petite surprise pour vous. Ce film qui s'appelle Odyssée de quartier, ben, nous l'avons.